Bonsoir. Des congés avant l'heure, c'est ce que semblent désirer les élèves de plusieurs localités du pays. Manifestations, échauffourées, délogements d'autres écoles. Le plan global de la situation dans quelques instants. Hors de chez nous, dans l'Hexagone, l'ex-président français Nicolas Sarkozy était hier devant la justice. Il est jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Le parquet financier français a requis contre lui 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. On en parlera. Et ce soir, nous parlerons longuement de justice. Notre invité du jour est M. Adou Richard Christophe, procureur de la République de Côte d'Ivoire. Avec lui, il sera question de l'organisation et du fonctionnement de la justice ivoirienne. Nos échanges se poursuivront après, dans l'After Talk, dans lequel nous traiterons de la crise post-électorale et de l'actualité judiciaire dans notre pays. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Alors, bienvenue. Oyez, comme tous les soirs, nous sommes chez vous, à la maison, vous nous accueillez, vous nous ouvrez grandes vos portes pour nous accueillir, ça nous fait énormément plaisir. Nous, c'est l'équipe du Live Talk, regardez-nous bien. Fixez-nous du regard. Fixez-nous du regard, gardez-nous dans vos cœurs. On sera là demain, comme certains s'inquiétaient. Il y avait une chanson qui disait ce matin quand on venait, quand on arrivait à la radio, c'était « Ne partez pas ». Mais on est là, on est bien en place pour vous apporter l'information, la vraie, la juste, celle que vous avez souhaitée. Car pour nous, il est important de partager ce que l'opinion, que le téléspectateur a, de le partager sans filtre. On insiste là-dessus. À mes côtés ce soir, et comme la plupart des soirs, il y a la très belle Reine Assi. Bonsoir. Reine, comment ça va? À tous, ça va très bien. Content de vous retrouver. Hein. Oui, moi aussi, c'est un plaisir. Tout se passe mieux. Tout se passe mieux, tout Génial, va bien. génial. Edith Broubleu, je commence par les processus par les dames. Comment allez-vous, madame? La très belle Edith Broubleu. Non, j'ai pas fini. Ah, ok, Edith d'accord. Broubleu, Aux yeux revolver, la très belle. au regard de biche. Faut finir ce que Vous ça a êtes commencé. magnifique, non, mais vous êtes magnifique. Merci, Et c'est ça, vrai. je vous le dis tous les jours. C'est vrai, je m'abreuve de tes paroles qui m'encensent régulièrement. Oh, c'est mignon, Quelle c'est mignon. inspiration. C'est- Quel envolé lyrique. C'est même floral, c'est floral. J'adore. Ah, j'ai compris. Bon, à ma gauche, il y a la team des messieurs. cette Toujours fois-ci. serein. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Waïs. Très bien. Très, très bien. Merci. Alain Toussaint, bonsoir aussi. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. On est heureux de te voir. Pareillement. Vous aussi, vous pareillement, aussi. pareillement. Mais Alain, il y a de la magie en télé, faut pas la gâcher. On n'est pas censé s'être vu avant d'être assis autour de cette table. C'est ça. On dit action. Donc Moi, je bonsoir vous dis Alain. Rebonsoir. Voilà. Il est teigneux, Alain Toussaint. Il est teigneux. Bon, une longue et belle soirée s'annonce devant nous. Eh bien, sans perdre plus de temps, on va partir pour ce qui fait le tour de l'actualité locale et internationale, bien sûr, dans le Live Actu. Et zou. Tente t'asseoir. J'ai eu le temps de m'asseoir. Alors, notre actualité, eh bien, sur le plan national, eh bien, c'est ce phénomène-là des congés anticipés. Depuis un moment, on en parlait. On se disait que le phénomène allait prendre fin. Eh ben non, récidive, des manifestations d'élèves signalées dans plusieurs localités. Rien à Et alors je dirais même que c'est le retour de ce phénomène parce que l'année dernière, à cette même période, on avait remarqué justement qu'il y avait aussi des manifestations qui malheureusement ont fait 3 morts dans les villes Anyama, Daloa et Dambokro. Et bien cette fois-ci, c'est à Grand Laou où des élèves du lycée moderne de Grand Laou ont entrepris dans la journée du lundi 7 décembre des manifestations, une opération de délogement de leurs camarades d'autres établissements pour justement anticiper les congés. Donc les congés sont prévus normalement pour le 18 décembre. Eh bien non, eux ils estiment justement qu'il faudrait anticiper la date des congés. Et alors ils ont été empêchés par les forces de l'ordre, mais malheureusement on déplore quelques dégâts quand même. Par exemple des bureaux de l'administration et des salles de professeurs saccagées. C'est 6 ordinateurs qui ont été emportés. Et puis des manifestations similaires ont été signalées dans d'autres villes comme Bokanda, Zouenoula, Agboville, Mans, Ouragayo, si je le prononce bien, Bayota et Vavois, ce même lundi 7 décembre. Et quand on prend le cas par exemple d'Abobo à Kekwa, ce qui s'est passé, c'est que des élèves de 2 établissements se sont affrontés parce que les uns sont venus déloger les autres qui, eux, étaient en train de faire cours et n'avaient pas spécialement envie d'être dérangés. Et puis, encore une fois, le calme est revenu peu après l'intervention des forces de l'ordre. Et voilà, donc c'est le retour de ces petites manifestations qui, on va dire, perturbent un peu les
cours dans ce mois de décembre, comme d'habitude. D'accord. En tout cas, vous lisiez, hein, Rihanna, à propos de ces manifestations. On se disait que c'était un phénomène qu'on avait réussi à vaincre. Et malheureusement, on se retrouve à... C'est déplorable. Moi, je C'est pense qu'il y a déplorable. forcément Oui. des Oui. instigateurs. Ce n'est pas forcément tous les élèves. Mais la preuve... voilà, mais il y a forcément des certains qui peuvent instigateurs. faire pour et d'autres qui ne voulaient pas. Exactement, et c'est déplorable parce que on veut, en tout cas moi, je veux toujours avoir confiance dans la capacité des élèves ivoiriens à faire preuve de responsabilité et surtout à s'intéresser à leurs études. Mais lorsqu'on voit que 2 années plus tard encore, on se retrouve à vivre un phénomène pareil au sein de nos écoles. Non, mais dites 2 années, non. Moi, depuis que je suis à l'école, depuis que je C'est- suis au c'est collège, dramatique. ça existe. Des gens, on se blessait avec les bangers. C'est un peu pour ça d'ailleurs que ça a été... Mais parce que les gens lançaient des bangers sur les toitures des classes. c'est les pétards, Il y en a, c'est des pétards. Oui, des pétards. Et il y en a qui se blessaient justement avec ces pétards-là. Mais moi, j'ai juste envie de poser une question. OK ? Où se trouve la FESI pendant ce genre de phénomène ? Vous êtes là pour défendre les intérêts des élèves et des étudiants. Et on le voit, quand il s'agit de les faire sortir pour lutter pour leurs intérêts, on vous voit. Mais lorsque ces élèves et étudiants, ou disons ces élèves, eux-mêmes créent le désordre, Bien sûr. où est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous À ce voulez moment-là, dire on que- veut vous entendre. Vous voulez dire qu'il y a des mains obscures qui... C'est ce que je organisent disais. tout ça Je ne sais pas. Des Franchement, je ne Non. sais pas. Moi, je veux Alors, juste moi, voir. il y a trois Je veux cas. juste voir le syndicat des élèves venir, ne serait-ce que faire des déclarations pour dire qu'ils condamnent ce Exactement. genre d'acte-là, parce que ça ne va pas dans le Non, mais sens, ce qui dans est l'intérêt d'autant des plus élèves. déplorable, c'est qu'on est dans un contexte où, justement, avec toutes les crises qu'il y a eu, il y a une certaine forme de retard, même dans les cours. Il y a eu un petit chamboulement quand même dans les programmes des élèves. Et de voir que ce sont ces mêmes élèves qui, au lieu de se concentrer pour pouvoir se mettre à niveau, pour pouvoir suivre un rythme qui permette d'être efficace, d'optimiser leurs compétences et tout, sont en train de justement réclamer Non, quelque non, chose. après, il y a trois niveaux. Il y a trois Si niveaux. on en parle, parce que tu disais que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. C'est vrai, je me rappelle que aussi à l'école, de temps en temps, lorsqu'on se rapprochait des Chaque périodes de fêtes, chaque année, on en parle. on et lançait chaque des année, bangers. Je me souviens Mais bien si même on en qu'il y a parle, c'est que c'est- un professeur, plus grave. après c'était un autre cas, Oui, oui. qui avait été, qui voulait empêcher ça, qui avait même attrapé un enfant. Après, on a expliqué ce qui se passait. Mais l'objectif était d'empêcher que ça se passe. Et vous le dites, il y a peut-être deux niveaux hein, au niveau de l'analyse de cette situation. Il y a l'insouciance d'un certain nombre d'élèves. Parce qu'on est d'accord qu'avec l'exemple dont parlait Mme Assi, il n'y a pas que tous les élèves qui sont dans ce phénomène-là. Vous en parliez, Serge, mais de mémoire, c'était autour du 24 ou du 25, à un jour. Non, à l'époque, Noël, nous, à le jour même de la sortie. de la Donc, sortie. voilà. Non, en tout cas, moi pendant que j'étais sur les bancs au collège, on nous laissait généralement le 21, le 22, et c'est à partir du 18 par là, Ah bon. qu'on avait 18-19, que les gens Ah non, prenaient c'était le même. Mais- Cela mais- dépend, Alain, tout ça. oui, cela dépend du calendrier. Je vais observer quand même cette situation avec beaucoup de regrets parce que les époques ont vraiment changé. Il fut un temps où on était heureux de rester à l'école même et on attendait certes impatiemment Noël, mais on n'était pas malheureux de partir 48 heures avant Noël en vacances. Et aujourd'hui, on observe que ce sont les élèves qui font la loi. Voilà. Vous parlez de la FESI, mais moi je demanderais plutôt que font les parents. Voilà, que font les parents parce Il y a qu'il plusieurs aussi niveaux de responsabilité. Oui, Les parents voilà. qui disent Bon, aux là, je ne élèves, parle pas en vous termes allez- de responsabilité, c'est juste une interpellation pour demander où sont les parents. D'une part, et d'autre part, que fait l'État? Les parents sont à la maison. Certainement. Que fait l'État? Parce que quelque part, il faut aussi que l'autorité de l'État puisse prévaloir. Ces élèves qui sont absents ou qui organisent les absences de leurs amis doivent pouvoir être sanctionnés. Tout à fait. On fait une carte scolaire, on fait un calendrier scolaire. On dit vous rentrez à telle date, vous avez une pause au bout d'un mois et demi pour la Toussaint, ensuite un mois et demi plus tard pour les vacances de Noël. Je ne comprends pas pourquoi des élèves se permettent, eux, de vouloir imposer à l'État les séquences Bon, on va dire que l'État a le d'apprentissage. dolage. Vous allez me dire que l'État a le dolage parce que... Non, je n'ai pas accusé l'État. Oui. Je demande simplement Par le que, ministère de que, tutelle, voilà, déjà. Que fait l'État que les directions régionales et hautes de l'éducation nationale prennent des sanctions vis-à-vis des perturbateurs. Excusez-moi, Voilà. vouloir anticiper les congés déjà à partir Quand du même, 7 mais décembre, faut il y a pas- un problème. faut pas Il y a un exagérer. Je problème. pense que s'ils sont ciblés, ces perturbateurs-là, et je pense qu'on peut les cibler, je veux dire des élèves qui se lèvent, qui décident de ne pas venir en classe un jour et d'aller faire sortir les autres camarades, on doit savoir qui sont ces élèves. C'est Et on facile doit de le pouvoir les faire. punir. Et je pense que s'ils sont punis sévèrement, d'ailleurs on a eu des tricheurs au Donne-moi bac l'exemple. pour qui on a donné l'exemple et on a déballé pas mal d'affaires.
judiciaire d'ailleurs. Alors si ces élèves-là sont sanctionnés, je suis sûr que ça donnerait l'exemple et ça ferait peur aux Parce que aux autres Non, élèves. mais après on dit ça, mais souvent quand on sanctionne ces élèves-là, les mêmes parents et d'autres élèves Viennent, manifestent voilà, pour viennent dire faire voilà, le- ils Et sont c'est des là, amis. qu'on peut dire force à la loi. Ben oui. Tout le monde, personne ne se Parce que ne se plaindra. la trame de tout cela, ce qui transparaît, c'est que quelque part, il y a une contestation de l'autorité de l'État. Effectivement. Que sont-ils et qui sont-ils? Ceux qui se permettent d'empêcher les autres élèves d'apprendre Et jusqu'à ce et de niveau, vouloir anticiper les vacances. à ce niveau, C'est à absurde. l'école, une contestation de la force de l'État à l'école, Voilà. au Et collège. quand même. je rejoins ton point sur la FESI. Ils vont régulièrement se plaindre, et c'est légitime, des cotisations COGES, et c'est tout à fait normal. Mais dans ce genre Et de d'autres situation, situations. et c'est tout à fait normal. Et dans ce genre de situation, on devrait voir l'implication également de la FESI, de notre Mais secrétaire la FESI général, n'avait pas pour été discuter interdite. et parlementer. Non. Elle n'est pas interdite. On a reçu le secrétaire Elle général sur existe ce plateau, toujours. elle existe toujours. Le et modèle est Le Ils sont général en Makelele, on activité. aimerait bien le voir dans une Aller déclaration parlementer, dire aller discuter avec déjà ces qui jeunes élèves. dénonce et qui condamne Exactement. ces actes-là et ensuite chercher à parlementer pour ne plus que ça arrive, ce genre de En tout cas, situation. une chose est sûre, on espère que ces manifestations ne feront pas comme l'année dernière, 3 morts. Donc pour l'instant, c'est que des dégâts matériels. On espère que ça va en rester là. Un autre point qu'on va aborder cette fois à l'international, malheureusement, on parle de violence post-électorale et cette fois nous sommes au Ghana. 5 morts. 5 morts, je pense que nous sommes tous dépassés. 5 morts, une vingtaine de blessés. Le Ghana ne nous avait pas habitués à ça, en tout cas de mémoire. Et donc, les violences sont intervenues le jour du vote et le lendemain de l'élection, donc lundi et mardi. Et on a enregistré environ 17 blessés, donc au cours de plusieurs incidents qui ont eu lieu dans différentes régions, donc 2 dans la région d'Accra, 2 dans la région de Bono-Est et 1 dans le nord du pays. C'est déplorable et il faut dire que il y a une sorte de réclamation, en tout cas du candidat John Mahama, qui accuse en tout cas le fait que le vote a été entaché d'irrégularités et de fraude. Donc il conteste également l'aspect démocratique en fait de ces élections. Alors vous disiez, le Ghana ne nous avait pas habitués à cela, et il avait été cité comme un bel modèle de exemple démocratie, effectivement. Et malheureusement, il est miné par le virus de la violence post-électorale. politique, oui. Oui. Oui, non, mais il ne faut pas non plus tout de suite dramatiser et oublier justement toutes ces années d'exemples de démocratie, comme vous le disiez tout à l'heure quand vous parliez de modèle. On va dire, allez, le modèle par excellence que nous avons en ce qui concerne la démocratie, peut-être pas forcément, mais en tout cas la plus grande nation de ce monde, la plus forte économique surtout, et démocratiquement selon certains dires, les États-Unis, nous ont laissé voir des scènes qui entachaient franchement la démocratie à leur niveau. Donc c'est vous dire que ça peut arriver à tout le monde. Après, qu'il y ait des morts, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, en tout cas directement lié aux contestations politiques, c'est vraiment dommageable. Et on espère que ça se réglera le plus vite possible et qu'ils reviennent sur la lancée qui était la leur. Mais je pense qu'on ne doit pas tout de suite fustiger le Ghana. Non, mais Non, on il fustige a pas, à on craindre que relève. la situation puisse s'envenimer parce que le ton s'est quand même durci. L'un des candidats, donc John Mahama, qui doute de la régularité en tout cas du scrutin, alors que les observateurs jugent que le scrutin s'est passé dans le calme. Donc il y a déjà un point de discorde qu'il ne faut pas omettre, oublier. Ça peut être un point en tout cas alarmant pour la suite des événements. 5 morts en 2 jours, c'est trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. énorme. Le Ghana ne nous a pas habitués à ça. Et donc, il faut rappeler également qu'on a uniquement, pour l'instant, ce mercredi, on a les résultats pour 11 régions sur 16 au total. Et on a Nana Akufo-Addo qui est en tête avec 51% et John Dramani, 47%. Qui d'ailleurs suscite cette contestation de sa part. Le pauvre Jerry Rollins qui D'accord. va se retourner dans sa tombe. Totalement. Ouais. C'était les points saillants de l'actualité du jour. On va poursuivre à présent avec notre micro-trottoir. Plusieurs affaires judiciaires ont récemment défrayé la chronique, vous le savez, dans notre pays. Quel rapport les Ivoiriens entretiennent-ils avec la justice de leur pays? Ont-ils confiance en la justice nationale? On écoute certaines de leurs réactions dans ce micro-trottoir de Nokana Paleka et Henri Dianyamé. Moi, je n'ai pas confiance à la justice ivoirienne. Tout ce qui se passe sur la toile, avec les arrestations, ça et là, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir.
Voilà, pour que la justice ivoirienne soit véritablement prise en considération, il faut faire des choses de façon équitable. Vous voyez déjà les faits, hein, les derniers faits des artistes qui dénoncent. Le rôle d'un artiste, c'est de dénoncer. Voilà, donc on ne peut pas, emprisonner un artiste qui est dans son rôle. Voilà. C'est tout comme l'État. L'État étant dans son rôle par rapport à un certain nombre de situations, on ne peut pas, incriminer l'État. Sinon, si on parle de formation, nos juristes, ils sont formés, ce sont des éminents juristes. Mais quand ils arrivent aux commandes, bon, on ne sait plus où cette éminence-là part, quoi. Voilà, c'est dommage. Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai entièrement confiance à la justice de mon pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'en Côte d'Ivoire, notre justice, je peux dire, est bien cadrée, est censée. Parce que nous avons d'abord des magistrats de haut niveau qui défendent notre institution. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la population aujourd'hui est cadrée par notre justice parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une justice qui permet la liberté des Ivoiriens. Franchement, il n'y a pas confiance dans la justice ivoirienne. Je ne fais même pas confiance parce qu'il y a les procès qui sont corrompus. Quand tu t'assois et tu regardes là, tu sais qu'il y a des choses là, c'est pas ça. C'est pas ça. Je n'ai pas envie de dire non de quelqu'un, voilà, mais moi, même s'il y a un problème, je n'ai même pas dit affaire de justice même. J'ai géré ça moi-même. Dieu sait ce que ça a donné. Nous pensons qu'après la crise post-électorale, beaucoup de choses se sont améliorées en ce qui concerne la justice. Donc, de ce fait, nous pouvons dire que nous avons confiance à la justice ivoirienne. Et je n'ai pas l'habitude d'assister au procès, mais compte tenu des faits de la société, nous constatons que de nos jours, les cas de viol, de vol sont sanctionnés par la justice. Au vu de cela, nous pouvons dire que la justice est impartiale. J'ai confiance à la justice ivoirienne, puisqu'il y a une école de formation en Côte d'Ivoire. Avant, les gars se formaient en Europe, maintenant il y a une école. C'est pour cela que je crois à la justice ivoirienne. J'ai des parents, des amis juges aussi. Donc quand ils font les jugements, c'est apprécié par tout le monde. Nous sommes Ivoiriens. Bon, si on ne les fait pas confiance, pourquoi il y a un palais de justice? La justice ivoirienne en tant qu'institution aujourd'hui, là, ça ne nous inspire plus confiance. Ce qui se passe là, les gens ne vont pas droit au but. On va prendre quelqu'un comme ça, sans connaître la cause de ce qu'il a fait, les fautes qu'il a commises. On le prend puis on va le mettre en tôle. On va le condamner. Là, dans la vie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question d'être juriste, mais ce n'est pas normal dans la vie. Avant, on pouvait compter sur la justice ivoirienne. Maintenant, ce n'est plus ça. On dirait qu'ils sont téléguidés. Je prie Dieu que tout cela soit corrigé. Voilà. Pour que nous revenions en de meilleurs sentiments. On va s'arrêter sur l'intervention du dernier téléspectateur. Déjà, il émettait de grands doutes. Bon, ensuite, il espérait, donc il y a de grands espoirs également sur le fait que cette situation-là pourrait être résorbée, pourrait être résolue. Donc il disait, mais les Ivoiriens sont un tout petit peu, hein, ou peut-être dans une autre dimension, pas très en confiance avec leur justice. C'est dommage parce que justement, quand on parle de justice, on devrait justement avoir confiance en cette justice-là parce que c'est ce qui crée l'équilibre même dans nos sociétés et c'est à ça qu'on devrait se référer. Donc quand on voit le sentiment général ici, pour la majorité des personnes dans ce micro-trottoir, on se dit que peut-être qu'il y a une faille quelque part et on se demande laquelle. Moi, ce qui me fait surtout peur dans ce micro-trottoir, pour ne parler que de cet élément, c'est celui de cette jeune dame qui disait qu'elle ne croit plus du tout en la justice et que de toutes les façons, quand elle a des problèmes et se fait justice elle-même parce que ça ne sert à rien de remonter des plaintes, je me dis, vous parlez de malaise, moi je parle de gros problèmes à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font ça parce qu'ils estiment aussi que le temps de faire tout ce ne on va dire... il faut appeler un chat et il se dit que les enquêtes n'aboutissent. Et les gens ne s'y connaissent pas forcément, jamais. les gens ne sont pas toujours éduqués justement sur même leurs droits parfois. Mais je crois qu'il y a surtout un problème de connaissance de la justice. C'est ça. Donc, un problème de méconnaissance de la justice. Aujourd'hui, oui, les gens, quand vrai. elle dit je vais me rendre justice, moi, mais j'ai ça moi-même. Bon. Méconnaissance de la justice, peut-être, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi avouer, et on fait partie de cette population-là, on est tous confrontés à des problèmes, à des vols, à des enquêtes policières et judiciaires, à des abus aussi, parce que ça existe dans toutes les sociétés du monde, il n'y a pas que les nôtres. Mais en vrai, beaucoup d'enquêtes qui démarrent ne se terminent pratiquement, se terminent toujours dans le flou.
on n'a pas vraiment les résultats des enquêtes, ou alors on ne communique pas forcément sur ces résultats-là. Bon nombre de personnes vont porter plainte aujourd'hui et reviennent frustrées chez eux, que ce soit pour vol ou pour agression, parce qu'on n'arrive pas à mettre la main sur les scélérats En fait, pour la plupart du temps. Tu le dis, on en parlait dans le décryptage. Lorsqu'on a l'impression, en tout cas pour l'opinion publique, lorsqu'on rentre dans une procédure ou dans une procédure judiciaire, on a l'impression de rentrer dans une trou noire parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui va se passer. Comme tu le dis, lorsqu'une enquête est annoncée, on n'a pas la suite ou les résultats de l'enquête quelques semaines ou quelques mois plus tard parce que finalement, on n'en parle plus. Est-ce qu'on décide quand on mène une enquête du temps que l'enquête prend? Non, on ne décide pas du temps. Je parle d'annoncer les résultats, en tout cas lorsqu'il y a des résultats, de les annoncer. Maintenant, s'il n'y a pas de résultats, est-ce que finalement on ne parlerait pas d'efficacité, d'où le manque peut-être de confiance des différents intervenants et d'une certaine partie de la population? C'est peut-être tous ces points qui ne rassurent pas. Alain Toussaint? Oui, je pense que ce qui ressort de ce micro-trottoir, c'est la non-compréhension du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ce n'est pas parce qu'on porte plainte et qu'on n'a pas de résultat au bout de 2-3 mois que le travail n'est pas fait. La justice a besoin aussi de mener des investigations. Il y a la police, il y a tous ceux qui font ce travail-là d'enquête. Maintenant, quand vous déposez une plainte, ils font le temps que les policiers ou les gendarmes mènent les enquêtes. Oui. Moi, je peux vous dire que pour la procédure de divorce, on fait arrêter les gens dans un couloir longtemps, et on est nombreux dans le couloir. Je confirme. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y a peut-être un problème d'infrastructure à gérer. Exactement. Mais je suis sûr que les Ivoiriens ont... C'est peut-être pour vous aider à bien réfléchir. À bien réfléchir. Et puis, Brice, juste un mot, ce que je voulais dire. Sans doute aussi que le personnel qui rend la justice est parfois en sous-effectif. Ouais, est-ce qu'on a suffisamment de Donc tribunaux? une question de moyens? De moyens humains, financiers, logistiques. Il faudrait peut-être songer un jour à créer de vrais tribunaux de proximité qui éviteraient qu'on aille au plateau. On peut régler peut-être sous une forme de médiation judiciaire les petits conflits de voisinage ou voilà, des petits conflits financiers et autres. Je peux vous assurer que le ministère de la Justice regarde cette émission et il note, le ministère. Donc, tous les éléments du ministère, ils notent, ils enregistrent. Je le dis très bas. Exprès ce soir, très bas. Une chose est sûre, les Ivoiriens en place dans leur justice, en tout cas, il y a de nombreuses attentes et de nombreux espoirs, en tout cas, que cette justice-là puisse être à leur côté. La justice entend, elle, certainement, que les Ivoiriens la connaissent mieux. Et l'un dans l'autre, on pourra peut-être atteindre. C'est un peu cela le but de cette émission aujourd'hui. Et le fait qu'on reçoive aujourd'hui le procureur de la République d'Abidjan, ça va nous instruire sur justement le rôle de cette justice-là. Et où est-ce qu'on en est en Côte d'Ivoire avec cette justice? Alors, en ce qui concerne l'information du Ghana, donc on vient de l'avoir, M. Nana Akufo-Addo a été élu président du Ghana. Voilà, on tenait à partager cette information-là. Notre invité du soir est l'une des personnalités les plus en vue de notre pays. Il est procureur de la République, procureur d'Abidjan, auprès du tribunal de première instance, d'Abidjan. Procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Monsieur Addo Richard Christophe est avec nous autour de cette table. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. On vous s'est très occupé, donc avec un emploi du temps très chargé, mais vous avez souhaité, vous avez gentiment accepté d'être avec nous sur ce plateau-là. Nous vous en remercions. Puis nous tenons à expliquer que l'objectif de votre présence, c'est d'éclairer la lanterne des Ivoiriens sur un bon nombre de questions, sur le fonctionnement de la justice. Donc il n'est pas question qu'on vous fasse un procès, comme j'ai lu quelque part. Vous n'êtes pas à la barre ce soir, vous êtes plutôt là pour pouvoir expliquer aux Ivoiriens certains points qui pourraient sembler ne pas avoir réponse. Pas question qu'on lui fasse un procès et pas question qu'il nous embarque à la fin. Non plus. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier les responsables de la chaîne de pouvoir donner l'opportunité au procureur de s'adresser à ses concitoyens. Et ça, c'est une belle avancée. Monsieur le procureur, tout à l'heure, il y a le micro-trottoir, je sais que vous l'avez regardé. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que les Ivoiriens ont confiance en leur justice? Écoutez, confiance en la justice c'est une œuvre humaine. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'en justice, il n'y a pas de match nul. C'est-à-dire qu'on ne ressort pas d'un procès où tout le monde a gagné. Évidemment, celui qui gagne, il a confiance en la justice. Celui qui perd, évidemment, il aura un sentiment contraire. Mais il faut savoir que la justice
est rendue par des magistrats compétents. La justice n'est pas seulement l'affaire du procureur de la République près le tribunal d'Abidjan. La justice, c'est toute une chaîne avec la possibilité pour celui qui n'est pas satisfait, notamment en première instance, de faire appel. Ça va à la cour d'appel, il y en a 4. Abidjan, Bouaké, Daloa, et il y a même la cour d'appel du commerce. Si l'affaire de la vie de la personne n'a pas été bien jugée, il y a ces 4 cours d'appel qui sont des voies de recours permettant à la partie qui estime avoir succombé de pouvoir faire reconnaître ses droits. Et si cela n'a pas été fait également, la personne a la possibilité d'aller en cassation, de saisir donc les hautes juridictions. Vous avez appris récemment, au départ c'était la seule Cour suprême. Ça a été éclaté en Cour de cassation, en Conseil d'État et en Cour de compte. Voilà toute une panoplie et toute une possibilité pour les partis qui semblent n'avoir pas été satisfaits au tribunal, d'aller en appel et ensuite saisir la juridiction supérieure. Est-ce qu'au-delà de la question de la confiance, n'est-ce pas celle de l'équité de la justice qui se pose? Écoutez, équité en matière de justice, non. C'est quelqu'un qui porte un litige devant le tribunal. Même celui qui saisit le tribunal n'a pas forcément raison. Il s'agit, pour ce qui me concerne, parce que moi j'interviens en tant que procureur de la République. Sachez que c'est ce magistrat du ministère public, différent des magistrats du siège, qui mène les enquêtes judiciaires, notamment lorsque la loi pénale a été violée. C'est vrai que le procureur a des attributions civiles, en matière de mariage, on aura l'occasion d'en parler. Mais je veux dire qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que celui qui saisit la justice est celui-là qui a raison, parce qu'on peut avoir tort et puis saisir la justice aussi. Alors, donc, on parlait de confiance tout à l'heure en la justice. Vous expliquiez qu'il y a des voies de recours, mais c'est peut-être une méconnaissance de ce dispositif-là, de cette procédure-là aussi, pour le grand public. Écoutez, la loi, elle est d'essence gouvernementale, c'est un projet de loi, ou elle est d'essence parlementaire, c'est une proposition de loi. Quand je parle de parlementaire, je parle des députés. Les députés sont élus dans leur circonscription. Les députés sont des mandataires du peuple, qui est leur mandat. Quand la loi a été votée, il appartient aux députés d'aller expliquer à leur population. Et les populations également veulent poser la question aux députés. Quelle est la loi que vous avez votée? Ce n'est même pas du rôle premier du procureur de la République d'expliquer la loi, non. Le procureur est chargé d'appliquer la loi. Vous connaissez l'adage, nous est censé ignorer la loi. Je veux dire que il ne faudrait pas rendre le procureur seul comptable de la méconnaissance de la loi. Et la loi est même publiée. Ça tombe très bien que vous soyez sur le plateau, justement. On lisait, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On va revenir à cette question-là. Aujourd'hui, quel est le rôle du procureur de la République? Ses attributions, ses missions, à quel moment il intervient? Alors, le rôle, il a toujours été le même. Et il est également le même ici, comme en France, dans plusieurs autres pays. Lorsqu'une infraction à la loi pénale a été commise, parce que vous savez bien que la vie en société n'est pas toujours paisible. Parfois, il y a certains concitoyens qui savent, par exemple, que, je donne un exemple banal, que la nuit, à partir de 23h ou de minuit, il ne doit pas jouer de la musique. Mais vous pouvez avoir des voisins qui ne commencent à jouer la musique à haut décibel qu'après 1h du matin. Le voisin à côté qui a travaillé toute la journée, qui s'attend à un repos bien mérité, il va aller toquer à la porte pour dire « Voisin, il faut diminuer la musique ». Il peut le faire une fois. Si ça passe, c'est tant mieux. Mais si c'est répétitif, le voisin, évidemment, c'est un être humain qui peut s'énerver. Il peut proférer des paroles, même des menaces. Imaginez une seconde que le lendemain, au réveil, ce voisin-là a une balle dans la tête, je touche du bois. Il y a une infraction qui a été commise. Le procureur rentre en activité parce que l'idée première, effectivement, on se dit, ah, comme c'est lui qui l'a menacé la veille, il y a des indices de culpabilité, mais on ne s'arrête pas aux indices. Parce qu'il faut creuser ces indices. Il y a mort d'homme. Donc, vous voyez, chaque fois que la loi pénale, c'est-à-dire celle qui permet de définir des infractions, et de prévoir les peines de répression des 10 infractions est violée, le procureur rentre en scène avec ses adjoints
ces substituts du procureur, mais également et surtout avec les officiers de police judiciaire qui sont à la gendarmerie ou à la police. Vous êtes vous êtes un peu le patron des enquêtes judiciaires. Absolument. Au niveau d'Abidjan, effectivement, c'est le procureur de la République d'Abidjan qui est compétent. Mais vous l'avez également souligné que le procureur a un ressort territorial. Celui de Yopougon également, pour le Grand Abidjan, nous avons Abidjan, le plateau. Et puis vous avez Yopougon, où il y a un autre procureur. Vous avez également les sections de tribunal, où il y a des structures résidents, qui sont effectivement des structures du procureur qui résident dans la zone. Parce que la zone n'est pas à Abidjan, ou à Yopougon. Okay. Combien a-t-on de procureurs? On a 10 procureurs de la République. Il y a 10 tribunaux de première instance. Mais il y a également un tribunal du commerce. Mais le procureur de la République d'Abidjan a cette particularité d'être procureur de la République près du tribunal d'Abidjan et également d'être procureur de la République près du tribunal du commerce d'Abidjan. En fait, vous êtes le grand patron des procureurs. Bon, le tribunal d'Abidjan est légèrement au-dessus des autres tribunaux de première instance parce que pour le présider, il faut que les deux chefs de juridiction, donc le président du tribunal et le procureur de la République, soient au moins magistrats hors hiérarchie. Dans les autres tribunaux, on n'a pas besoin de cela. Dès lors que vous avez un certain grade, vous pouvez accéder à la tête de cette juridiction. Mais pour le tribunal d'Abidjan, la loi fait obligation que les deux chefs de cette juridiction-là soient magistrats hors hiérarchie. C'est important de le savoir. Alors, monsieur le procureur, la paix sociale est normalement garantie par une justice équitable et impartiale. Estimez-vous aujourd'hui que l'administration judiciaire dans notre pays répond à ces deux valeurs? Écoutez, je vous ai dit que, en tant que procureur de la République, notre rôle, lorsque la loi pénale a été violée, c'est de rechercher les auteurs, de rassembler les indices et les pièces à conviction et de soumettre ces personnes-là, lorsque les faits sont simples, au tribunal de flagrant délit ou au tribunal de citation directe, mais lorsqu'il y a complexité des faits, lorsque les faits sont de nature criminelle, le procureur est obligé de saisir un juge d'instruction. Tout à l'heure, je parlais d'indices criminels, mais le juge d'instruction, lui, son rôle sera, si besoin est, parce que le juge d'instruction, lui, il instruit à charge et à décharge. Son rôle sera de transformer les indices en charge. Mais même le juge d'instruction ne juge pas à l'audience. Pour qu'une peine soit prononcée, il faut que le travail du juge d'instruction finisse, l'affaire arrive au tribunal. Ou le tribunal, si le tribunal retient des preuves de culpabilité, il y a une condamnation. Mais le procureur peut avoir poursuivi une affaire, être convaincu, parce que le procureur, lui, ne poursuit pas à charge et à décharge. Lui, s'il estime qu'il doit poursuivre, c'est qu'il a des éléments, il a des indices. De vos propos, donc, nous devons retenir que notre justice est équitable et impartiale. Ah oui. C'était la question. Oui. Ah oui, et je vous ai même expliqué que la personne qui est mise en cause n'est pas seule dans l'affaire. Elle a la possibilité de se prendre un conseil. Aujourd'hui, on lui permet, notamment en enquête préliminaire, d'être assisté par un parent ou un ami qui a des connaissances en droit, mais également par un avocat. Et l'avocat, c'est un sachant en matière de droit. Monsieur le procureur, quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il y a des griefs qui sont présentés contre la justice et que vous nous dites que tout est bien à la justice. Je vous ai dit que, pour ne pas vous couper, excusez-moi, qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais chacun fait son travail. Ah oui. S'il y a une infraction, imaginez un peu, on se met souvent du côté de l'auteur de l'infraction, mais il y a également la victime. Pendant que l'auteur de l'infraction estime qu'il y a d'autres choses, mais la victime se dit, ah oui, je vous ai dit, en justice, le match nul, ça n'existe pas comme en football. Encore qu'en football, il y a des prolongations, il y a des tirs au but. Non. Mais en justice, il faut bien que quelqu'un gagne et que quelqu'un perde. C'est en cela que la justice ne s'attend pas à être applaudie tous les jours. Et je vous ai également dit, et les thèmes ont été choisis, qu'il n'y a pas de justice parfaite. Mais il y a des personnels qui ont été formés et chacun, dans son rôle, joue sa partition. Bien noté. Alain Toussaint, pour la prochaine question. Monsieur le procureur de la République, plusieurs organisations de défense des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch et j'en passe, ont indexé ces derniers mois, surtout ces dernières semaines, les autorités ivoiriennes en ce qui concerne le traitement qu'elles font du respect des droits de l'homme. Considérez d'abord comment vous réagissez
à ces accusations qui sont récurrentes, d'une part, et d'autre part, considérez-vous que la Côte d'Ivoire est un État de droit? Oui, mais au risque de me répéter, État de droit en Côte d'Ivoire, oui, puisqu'il y a des tests, il y a des tribunaux, il y a des cours d'appel, il y a des cours suprêmes. Donc, on est dans un État de droit. Maintenant, comme je dis, vous parlez des organisations de droits de l'homme, chacun fait son travail. Parce que ce qui est intéressant dans la justice ivoirienne actuelle, c'est que nous sommes contemporains de tout ce qui se passe. Et étant contemporains, nous voyons les choses se développer devant nous. Les organisations internationales font leur travail. Les magistrats ivoiriens également font leur travail, appuyés par les dossiers de police judiciaire. Chacun dans son rôle. Mais je vous ai également indiqué que le rôle du procureur, il faut que ça se sache, n'est pas de rendre des décisions de justice. Dès lors que le procureur considère, eu égard aux tests, aux actes posés par les uns et les autres, qu'il y a une infraction à la loi pénale, son rôle est de poursuivre pour arrêter le trouble à l'ordre social, pour ne pas que ça se perpétue et qu'on se retrouve dans un désordre. Mais la poursuite ne veut pas dire la condamnation. Et le procureur qui poursuit n'est pas celui qui prononce la peine. Ça, il faut que ce soit clair parce que beaucoup d'Ivoiriens, de nos compatriotes, ont l'impression que le procureur de la République, celui qui peut décider aujourd'hui. Il décide aujourd'hui, voilà, et puis après, même la détention, au niveau du juge d'instruction, le procureur requiert, mais vous ne verrez jamais le procureur décerner un mandat devant un juge d'instruction. Et vous le savez certainement, le procureur de la République est celui qui travaille sous les instructions du procureur général qui lui-même travaille sous les instructions des ministres de la Justice. Mais, à côté du procureur, il y a des juridictions de jugement. La première juridiction de jugement, c'est la juridiction d'instruction, qui est le juge d'instruction. Qui, lorsqu'il estime pouvoir garder quelqu'un en détention, il prend une ordonnance susceptible de voie de recours. Lorsque le tribunal également se réunit, si le tribunal estime en toute indépendance, le juge est indépendant. Si le juge estime que la personne est coupable, le juge prend ses responsabilités, condamne la personne. Si la personne est présente, le juge décerne mandat de dépôt si elle n'est pas encore en détention. Si la personne n'est pas présente, le juge décerne un mandat d'arrêt. Mais ça, ce n'est pas le procureur qui le fait. Monsieur le procureur, pour en revenir à la préoccupation de ces ONG de défense des droits de l'homme, c'était en fait pour savoir si vous estimez aujourd'hui que les droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont respectés. Voilà, est-ce que les libertés publiques sont garanties de par la pratique de la justice dans notre pays? Parce que ces rapports qui sont parus ont dénoncé des violences policières, des violences entre citoyens et parfois le silence de la justice. On en parlera dans l'autre partie de notre émission. Donc est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans notre pays, les droits de l'homme sont garantis et respectés? Écoutez, je vous ai indiqué que lorsqu'il y a des infractions, il n'y a pas que le procureur de la République. Tous les citoyens sont témoins de ces infractions-là. Ça fait déjà près de 28 ans que je suis magistrat. Il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années ou peut-être moins, lorsqu'un citoyen envoyait un autre commettre une infraction, la première réaction, c'était soit de l'en dissuader ou de l'appréhender pour le mettre à la disposition des autorités ou des organes de poursuite. Mais on a évolué. Aujourd'hui, il y a des personnes, même quand elles ont vu quelqu'un commettre une infraction, le premier réflexe, c'est de cacher la personne. Et puis, les magistrats auront beau être compétents, les policiers auront beau être compétents, ils ne pourront pas suivre chacun des Ivoiriens. Figurez-vous, monsieur Alain Toussaint, que ce que les droits de l'homme dénoncent, ça n'a pas été causé ou commis, ces faits-là, par des extraterrestres. Ce sont des Ivoiriens qui se sont abattus sur d'autres Ivoiriens. Est-ce que le procureur ou même la justice avait les moyens de leur dire en ce moment-là, ne faites pas ci, ne faites pas ça? Donc il y a un premier niveau de responsabilité qui est celui des citoyens ou du citoyen qui commet l'acte. Mais bien sûr. Et l'acte infractionnel, le citoyen le sait.
Il sait que ce acte-là, c'est interdit par la loi. Attendez. Un voisin qui sait que le voisin vient d'acheter une belle voiture et qui, la nuit, prend un marteau qui s'en va casser les vitres et il retourne profitant de la pénombre. Vous pensez que celui-là, il ne savait pas ce qu'il faisait? Non. Je sais que M. Alain n'est pas allé plus loin parce qu'il a entendu, il a vu, puisqu'il parle des organisations des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers moments. Bien sûr. On a vu des personnes avec des têtes tranchées, c'est vrai. C'est regrettable. On a vu également, et de façon tout à fait ahurissante, des personnes qu'on a incendiées dans leur maison. Des commerces qui ont été incendiés. Mais diantre. Ce sont des Ivoiriens qui l'ont fait. Je n'ai pas vu beaucoup d'organisations de droits de l'homme dénoncer avant, pendant et après. Mais la justice fait son travail. Ben justement, la justice fait son travail. On en reparlera dans une partie où on sera plus factuel. La préoccupation de ces organisations et celle de bon nombre de nos concitoyens, c'est la réponse apportée à ceux qui portent atteinte aux droits des autres concitoyens, en les blessant, en les tuant ou en détruisant des biens. C'est l'interrogation principale, c'est mais que fait la justice? Merci beaucoup. C'est les Ivoiriens, on est d'accord. Donc, on est bien d'accord que... On est en phase. On est bien d'accord que ces faits ont été déjà commis. Oui. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que les policiers avec lesquels travaille le procureur, les gendarmes, ne peuvent pas être derrière tous les citoyens. Ce serait idéal, hein? Mais on ne peut pas. Et lorsque ces faits se commettent, parfois, c'est au vu aussi de tous, mais on a nécessairement, au terme du code pénal et du code de procédure pénale, besoin de mener des enquêtes. Vous savez, en droit, on dit l'aveu est la reine des preuves, mais ce n'est pas une preuve parfaite. Vous avez attrapé quelqu'un même en train de voler, il a sa main sur l'objet, il dit non, c'est pas moi, coupez là si vous voulez. Demain, quand vous coupez, il porte plainte contre vous pour violence. Donc, on est obligé d'envoyer des officiers de police judiciaire sur les lieux des exactions. C'est ce que nous avons commencé à faire. Et je l'ai indiqué au cours d'un passage récent. Depuis que les faits sont composés, nous avons répertorié en fonction des villes, en fonction des localités. Parce que, vous le savez peut-être, lorsqu'il se passe certains faits d'une rare gravité, assimilable à des faits de terrorisme, l'article 3 de la loi portant répression du terrorisme rend compétent le seul procureur d'Abidjan à travers la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Donc ça vient en réponse à la préoccupation de certains téléspectateurs qui disaient comment ça se faisait que le procureur d'Abidjan puisse être compétent à Toumoudi, en bateau, à Korogo. Oui, mais vous le savez, la première attaque terroriste c'était à Grand Bassam. La seconde, c'était à Kafolo. Grand Bassam, c'est encore ici, au sud. Mais Kafolo, c'est au nord. Le procureur a déjà fait 2 voyages au nord. J'étais en mission récemment à Dakar, toujours dans le cadre de cet attentat terroriste de Kafolo, parce qu'il faut apporter des réponses. Et depuis, nos enquêteurs sont sur place. Monsieur le procureur, il y a un mot qui est revenu tout à l'heure, c'est terrorisme. Oui. Il est important pour qu'on puisse activer peut-être votre prise en main d'un dossier. Absolument. Et c'est la loi qui le prévoit. L'article 3 de la loi portant répression du terrorisme dit que les terroristes ne sont pas seulement ceux qui viennent de l'extérieur, notamment du Sahel et autres. Non. On peut faire du terrorisme interne. Lorsqu'on tranche la tête des gens, lorsqu'on tue des personnes de façon effroyable pour contraindre un gouvernement, et l'article est là, je peux vous le lire en intégralité, il est un peu long. Mais lorsque ces actes se passent, ce ne sont pas des infractions classiques. Là, ça devient la compétence de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme que préside le procureur d'Abidjan. C'est sa double casquette. C'est ce que j'allais dire, vous êtes le patron de cette cellule qui a été créée en 2014. Absolument. Qui a composé en 2016, après l'attentat terroriste de Grand Bassam. Est-ce que cette cellule, justement, a été sollicitée récemment pour les faits concernant les derniers événements? Ah oui. Il y a beaucoup de personnes que nous avons déjà appréhendées, je l'ai expliqué, mais également beaucoup de victimes que nous avons entendues. Figurez-vous que certaines personnes blessées à un bateau, par exemple, c'est un exemple que je donne, sont venues mourir ici à Abidjan parce que leur cas était tellement grave que les meilleurs hôpitaux étant à Abidjan,
on les a dirigés sur Abidjan. Et Dieu merci, on a réussi à les entendre avant leur décès. On a entendu les parents. Nos missions sont encore à l'intérieur du pays parce qu'on est en train de faire la lumière. Je l'ai indiqué, sur les atrocités qui ont eu lieu dans toutes les localités. C'est vrai qu'il y a quelque temps, quand je suis allé sur le plateau télé, j'avais parlé surtout d'un gendarme qui, en mission, avait reçu une balle dans la tête et dont le corps avait été incendié. Mais à côté de cela, je l'ai indiqué clairement, et le communiqué, il est écrit, on peut se répertorier à celui-là, que jusqu'aujourd'hui, nous continuons les enquêtes parce que pour aller en justice, dans la justice moderne, il faut un dossier. Et un dossier, ça se bâtit. Ça commence d'abord par une enquête préliminaire où les policiers, les gendarmes, sur les instructions du procureur, font déjà une enquête. Interrogent les témoins, les sachants, se rendent sur les lieux, rassemblent les pièces à conviction. Lorsqu'il s'agit des faits criminels, il faut absolument saisir un juge d'instruction qui va transformer les indices, en cas de besoin, en charge. Mais le juge d'instruction aussi a un temps de travail. Même quand il finit le juge d'instruction, ça va à la cour d'appel, ce qu'on appelle la chambre d'instruction. Et c'est quand la chambre d'instruction a fini qu'elle décide de renvoyer en jugement devant un tribunal criminel. Donc ça met un peu de temps. Et je comprends l'attente des Ivoiriens. Ben, je m'apprête à le dire. Je m'apprête à le dire, monsieur le procureur. C'est la loi. Ça met du temps. Elle est dure, mais c'est la loi parce que, figurez-vous, lorsqu'il s'agit des faits de particulière gravité, les peines sont excessivement sévères. On ne peut pas donc le juger en flagrant délit. Dès qu'il y a mort d'homme, il faut absolument, même quand la personne a été prise en flagrance, il faut absolument qu'un juge d'instruction, c'est la loi également qui le dit, il faut absolument qu'un juge d'instruction puisse statuer sur le dossier, approfondir. La première enquête qui a été faite par les officiers de police judiciaire, aller plus en profondeur. Monsieur le procureur, si vous permettez, moi j'ai envie de vous envoyer sur un tout autre terrain, même si on reste toujours dans la justice. Vous avez sorti le mot tout à l'heure, vous avez dit indépendance. Alors moi j'ai juste envie de vous demander, l'indépendance du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif aujourd'hui... vis-à-vis du pouvoir exécutif, justement, on en parle un peu dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que vous estimez, vous, en tant que procureur, ne pas être sous influence du pouvoir exécutif ? Je l'ai indiqué tout à l'heure, dans une précédente réponse, que le procureur de la République travaille sous la hiérarchie du procureur général, qui lui-même travaille sous la hiérarchie du ministre de la Justice. Mais n'oublions pas que nous sommes des magistrats. Ça suppose que même si on reçoit des ordres, on ne peut les exécuter, notamment en matière de poursuite, que lorsqu'il y a des indices infractionnels. Mais comme je l'ai indiqué, poursuivre ne veut pas dire culpabilité. Tout à l'heure, M. Alain Toussaint a dit, mais on commence les procédures et puis après, ça met du temps, on a l'impression, comme les droits de l'homme disent, qu'on ne fait rien. Non. Le procureur commence avec ses officiers de police judiciaire sur le terrain, d'abord. Quand il a fini, vous voyez que le procureur n'a pas un temps très long de détention, c'est 48 heures renouvelables une seule fois. Il est obligé, lorsqu'il pense que les faits doivent se continuer, de saisir, lorsqu'on est dans un cas criminel, de saisir un juge d'instruction. Dans les autres cas, ça va plus vite, parce que le tribunal de flagrant délit, le tribunal des citations dirait s'il n'a pas l'envie de détenir la personne. Mais en flagrant délit, ça va très vite, on met la personne rapidement, dans les 15 jours, elle doit être jugée. Je veux dire que lorsqu'on n'est pas dans des cas d'infraction les plus simples, le juge d'instruction qui va être saisi par le procureur de la République va faire ce qu'on appelle l'information judiciaire. Il va répondre tout le travail qui a été fait en amont par les enquêteurs, dont les policiers et les gendarmes, dirigés par le procureur de la République. Il va répondre tout ce travail. Il va devoir se transporter sur les lieux, réentendre les témoins, approfondir les enquêtes, faire des confrontations. Même lui, quand il finit, il doit, lorsque c'est criminel, envoyer le dossier encore à la cour d'appel vers ce qu'on appelle la chambre d'instruction, qui est le deuxième degré d'instruction en matière criminelle. Et c'est la loi qui le prévoit. Tout ce que je dis, on peut le vérifier dans la loi, parce que c'est nos instruments de travail. Donc, on va penser que le temps est long, mais c'est le travail normal.
Si un jour, pour ne pas vous couper, les députés estiment que, même en matière criminelle, après l'information du juge d'instruction, on peut juger, mais nous, on irait en jugement. Parce qu'à l'époque, si vous vous en souvenez, il y avait la cour d'assises qui a été supprimée. Maintenant, c'est le tribunal criminel. On avance. Je tiens à souligner qu'au cours de cette émission, monsieur le procureur, on parlera de Bakaver, on parlera de Yodé Siro, on parlera malheureusement de tête tranchée. Et vous avez certainement des informations pour éclairer la lanterne des Ivoiriens sur ce qui se fait, ce qu'ils attendent et peut-être ce qui n'a pas encore été fait. Voilà. Je tenais à le préciser. Oui, et je voudrais revenir sur l'explication très limpide, en tout cas, que vous avez faite des procédures qui sont en cours concernant les atrocités et les violences qui ont eu lieu pendant la période électorale. C'est un sujet très important et surtout grave pour les populations en tant que citoyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup plus communiquer sur le suivi des dossiers pour rassurer les populations? On l'a vu dans le micro-trottoir, la majeure partie des interviewés disent qu'ils n'ont pas confiance en la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus se rapprocher de la population en expliquant comme on l'a fait pour la Covid? Régulièrement, chaque jour, on venait informer la population. Vu la situation et vu les atrocités qui ont eu lieu et vu la gravité, ne faudrait-il pas, jusqu'à l'aboutissement, en tout cas du dossier et trouver les auteurs, communiquer régulièrement sur l'évolution des enquêtes? Plus que la communication, excusez-moi, moi je parlais plutôt de transparence. Tout simplement. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour les excellentes questions. Je vous ai indiqué que ceux qui ont tué là, ce sont également des Ivoiriens, malheureusement. Et que le procureur de la République est obligé de faire une enquête. Si les atrocités s'étaient seulement déroulées à Abidjan, je vais dire plateau, je touche du bois, vous savez que le temps pour, comment on appelle ça, dénouer cela, allait être très court. Mais vous savez que ça s'est fait à Bonois. Ça s'est fait à Abidjan, Yopougon notamment. Ça s'est fait à Tumodi, à Dabou, à Dimbokro, à Mbato, à Daoukro. C'est plusieurs localités qui ont été visitées malheureusement par les atrocités. Et puis il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu certains avocats dire « Ah, mais en citant, donnant certains noms, dans le cadre de certaines procédures, le projet est en train de violer le secret d'instruction. » En fait, en matière de justice, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit tout dire, est-ce qu'on ne doit pas tout dire, mais il y a un minimum. Comme je dis, le procureur annonce toujours. Mais ce qui est intéressant en matière de justice, c'est que aucune procédure ne finit dans l'ombre, sauf lorsqu'il y a un non-lieu. Mais lorsque ça se termine par un jugement, le jugement, il est public. Et toute la population est conviée au jugement. L'audience est publique. Vous êtes obligé d'ouvrir les portes pour que tout le monde vienne assister. Et tous les prévenus ont la possibilité de se faire assister de conseils. Et comme je l'ai indiqué, il y a des voies de recours. C'est peut-être le mot peut-être qui ressort, c'est le temps. Oui, c'est facile, comme je vous ai dit. Quand l'infraction est très simple, c'est facile. Mais quand il y a plusieurs infractions, en plusieurs endroits, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. On est obligé de faire partie de plusieurs équipes. Oui, et puis les témoins, ce n'est pas ceux qu'on trouve facilement. Parce que je vous ai dit, avant, lorsqu'un citoyen ivoirien voyait un autre commettre une infraction, il dénonçait ce dernier, il l'attrapait, mais il le mettait à la disposition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Même quand les personnes ont été identifiées, quand vous allez dans les familles, on dit non, celui-là, il est à perpète. C'est ça le problème. Donc il y a un problème d'éducation. Alain Toussaint, la prochaine question, monsieur le procureur. Je vais revenir à la question pertinente de mon excellent jeune confrère. Ça tombe bien parce que je n'ai pas vraiment eu satisfaction. Non, mais je le relance. J'ai vu son impatience et son insatisfaction à la pointe. Quand il parle de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, c'était pour savoir si, depuis que vous êtes en fonction, vous n'avez pas subi de pression du pouvoir politique. Je rappelle aussi que vous étiez l'adjoint d'un procureur célèbre pendant quelques années. Pendant 5 années. Pendant 5 années, sous le régime Gbagbo. Est-ce que les rapports d'antan et ceux de maintenant que vous entretenez avec le pouvoir exécutif, parce qu'il faut bien avoir ce rapport-là,
ont changé et de quelle façon est-ce que cela influence négativement, du point de vue de l'administration de la justice, le travail que vous faites? D'accord. Merci pour la question, surtout que vous avez dit que c'était une reprise de la première question. J'ai indiqué que le procureur de la République, au terme de notre loi, est sous les instructions du procureur général, près la Cour d'appel, qui lui-même est sous les instructions du ministre de la Justice. Mais pour poursuivre quelqu'un, il faut des faits, il faut des infractions et il faut des tests de répression. C'est pour ça que chaque fois que le procureur a eu à s'expliquer, à venir, comment on appelle ça, dans la presse, tous les communiqués que j'ai faits, vous avez vu, j'ai toujours planté le décor, notamment en rappelant les faits qui se sont déroulés. J'ai également listé les infractions et j'ai également listé les tests de répression. Parfois, c'est un peu rébarbatif, puisque article temps, mais le procureur est obligé de passer par là. Si des faits ne sont pas infractionnels, on ne pourra pas, parce qu'il faut viser, en matière pénale, il faut absolument viser des faits. Maintenant, la pression, je ne sais pas de quelle façon. Puisque, comme je vous dis, le procureur est aux ordres du procureur général. Mais je ne vais pas demander au procureur général, mais d'où vous tenez vos ordres? Non, ce n'est pas possible. Il parlait de pression, tout à l'heure on parlait de lenteur de la justice, mais parfois elle a une cadence un peu forcée quand les auteurs ou les mises en cause ont une autre qualité, entre guillemets. Quand il s'agit d'un acteur politique ou économique, la justice apparemment a des maniants dans les jambes, donc elle va un peu plus vite. D'accord. C'est ce qu'on voulait dire. En fait, tout est une question de complexité de l'affaire. Tout est une question de complexité. Peut-être que vous allez parler encore de cette affaire du gendarme. Le gendarme qui a été tué, ce sont ses collègues gendarmes qui ont pu appréhender les personnes qui l'ont fait. Donc, eux-mêmes, gendarmes, se sont retrouvés en situation de quelqu'un qui va en mission et qui se retrouve avec non seulement une balle dans la tête, mais dont on brûle le corps. Mais quand les faits sont simples, et même dans cette hypothèse-là, vous avez vu qu'on n'a jamais dit telle personne a eu 6 mois ou 2 ans ou 10 ans. On est obligé toujours de saisir un juge d'instruction, c'est ce qui est fait. On est en matière criminelle, on a besoin de monter un dossier. Ça prend du temps. Donc, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, monsieur le procureur, c'est que certaines affaires sont jugées plus rapidement ou moins rapidement en fonction de la complexité qu'elles présentent. Absolument. Absolument. Sinon, quel intérêt? Moi, je ne vois pas l'intérêt à mettre beaucoup de temps. Si l'affaire est simple, mais par contre, si l'affaire est complexe, comme je vous dis, dans le cadre des événements avant, pendant et après l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de morts. Ça s'est passé en divers endroits. Il faut faire la lumière sur tout ça. Mais on a ouvert plusieurs procédures. Celles qui vont s'achever en premier lieu seront jugées. On n'a aucun problème. Mais comme je vous dis, ce n'est pas le procureur qui condamne. On l'a bien compris. Vous recevez vos ordres du procureur général qui lui reçoit ses ordres du ministre de la Justice. Absolument. Mais les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Et les juges sont indépendants. Mais la notion de procureur indépendant en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas, ça existe dans les pays anglo-saxons. Mais le procureur obéit aux ordres du procureur général, qui lui obéit aux ordres du ministre de la Justice. Absolument, ça, je n'ai pas de honte à le dire, puisque c'est dans les tests. Et le juge serait indépendant. Oui. Le juge d'instruction, tout ce qu'on va appeler juge, qu'il soit d'instruction, jugement, cour d'appel, premier président, tous les juges sont de façon très concrète. indépendants. Moi, je veux bien que nos téléspectateurs comprennent, parce que c'est dit et aux ordres. Monsieur, je constate que monsieur Serge Kouachi, moi je suis le ministre de la Justice, j'appelle monsieur Serge Kouachi qui est le procureur général, pour lui dire, monsieur, je ne suis pas content de madame Edith Brou, et donc j'aimerais bien, par exemple, qu'elle soit appréhendée. Donc lui, il appelle le procureur auprès du tribunal d'Abidjan. Comment ça fonctionne à partir de ça? Qu'il le fait convoquer à la gendarmerie. Qu'il le fait convoquer à la gendarmerie, par exemple. Oui, non, le procureur général va donner des instructions au procureur de la République. Là, on parle de magistrat à magistrat, parce que tous les ministres de la Justice ne sont pas magistrats. D'accord. Mais le procureur général qui va s'adresser au procureur de la République, c'est celui qui tient la main. Il va dire, il faut qu'on appréhende Madame X. Mais il sera également obligé de dire quelle est l'infraction et quels sont les tests de répression. Sinon, le procureur ne pourra pas. Parce que même le juge d'instruction qui va inculper, il est obligé de dire telle personne est inculpée de tel fait commis à tel endroit, tel jour, est prévu et réprimé par tel test. Cela vous est déjà arrivé de refuser? Non mais attendez, si la loi ne le permet pas, comment vous allez le faire? Si la loi
ne le permet pas, on fait quoi? C'est bien compris. Monsieur le Parce procureur, que, comme je dis, excusez-moi Oui. madame, il faut une infraction. C'est-à-dire un fait qui a déjà été prévu par la loi pénale et sanctionné de peine en conséquence par la même loi. Donc, une infraction, des tests de répression. S'il n'y a pas tout ça, vous ferez comment? Pour dire, le ministre de la Justice ne peut pas dire au procureur général d'inculper quelqu'un juste parce qu'il a bu un verre d'eau. C'est pas possible parce que la loi ne prévoit pas que quand on boit un verre d'eau, s'il n'y a pas de drogue dedans, bien sûr. Monsieur le procureur, vous avez été très clair sur le fait que, selon la complexité du dossier, la procédure peut prendre du temps. Mais lorsqu'on est en face de cas où les auteurs des crimes sont identifiés, facilement identifiables dans des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, comment vous opérez dans ce genre de situation en termes de procédure? D'accord. Bon, vous savez, clairement identifié dans les vidéos, ça, c'est facile à dire. Hein. On a vu des personnes déclamer des propos à l'encontre d'autres personnes, notamment par rapport à leur intégrité physique même, qui n'ont pas forcément été poursuivis. Est-ce que vous voulez citer des exemples? Parce que moi, Al-Mustafa. Oui, mais même Al-Mustafa, il n'y a pas longtemps, à l'occasion, n'est-ce pas, d'un séminaire organisé par les journalistes, la question m'a été posée. Il va répondre des faits qui lui sont reprochés. Justement, ça met du temps. Ça met du temps depuis janvier quand même. Alors que bon, on a son visage, on a ses déclarations, alors qu'on a certaines affaires qui mettent moins de temps. Mais c'est ce que je vous ai dit. On a monté le dossier et le tribunal est saisi. Comme je vous dis, tout ce qui relève des condamnations, ce n'est pas le procureur. Lui, il saisit le tribunal. Et je l'ai également dit. Dans une autre affaire plus célèbre de cela, vous m'avez posé la question. En fait, d'autres personnes m'ont posé la question. J'ai dit non. Tous ceux qui ont commis des infractions à la loi pénale, pour lesquels les enquêtes ont été menées, ces personnes-là vont passer en jugement. Il y a un ordre de priorité? Non, il n'y a pas d'ordre de priorité. Non, il n'y a pas d'ordre de priorité. Al-Mustafa a dit que vous l'auriez reçu à votre cabinet pour lui prodiguer des conseils. Est-ce vrai? Vous savez, beaucoup de personnes peuvent raconter beaucoup de choses. Ça, je n'en doute pas. Vous savez bien, et moi, c'est ce qu'il a dit, mais moi, je vous dis que il est poursuivi devant le tribunal et qui va occuper de la sanction. Si le tribunal le reconnaît coupable, bien sûr. Je voulais juste apporter une précision. Tout à l'heure, on parlait de la commission spéciale d'enquête. La cellule spéciale. La cellule spéciale. En fait, c'est un décret du 30 décembre 2013 qu'il a créé. Et vous avez été nommé au sein de cette cellule le 1er juin. Pas un autre arrêté, plutôt un arrêté. Non, en réalité, non. Bon, en fait, ça commençait plus tôt que ça. C'est ça. C'est depuis 2011. D'accord. Elle a été créée pour répondre, n'est-ce pas, au niveau judiciaire, des atrocités commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Par la suite, elle a commis, on a étendu ses activités à l'instruction de tous les faits d'une particulière gravité. Et lorsqu'il y a eu l'attentat terroriste de Grand Bassam, on a étendu ces activités à la lutte contre le terrorisme. C'est ça. Et c'est là où votre équipe a été constituée? Non, mon équipe, c'était depuis le début. Confirmé. Voilà, depuis le début. Moi, je suis arrivé comme procureur en 2013. Mais j'ai succédé à un procureur qui avait commencé en 2011. Moi, j'ai succédé en 2013 et ensuite, jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Adou Richard Christophe, merci d'avoir été avec nous pour la première partie de ce rendez-vous-là. On vous garde. Bon, l'expression, vous me direz. Vous la connaissez bien. Il y a un jeu de mots, il fallait que je l'utilise quand même. On vous garde cette fois à nos côtés et on va vous retrouver pour une autre partie. Il sera question certainement de l'actualité judiciaire dans notre pays, de la crise électorale et bien d'autres sujets qui seront abordés dans l'After Talk en compagnie d'Alain Toussaint et André Bois qui vous rejoignent ou que vous allez rejoindre dans le canapé juste après une courte pause. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes toujours sur Live TV, bien évidemment, mais il y a Brice Hano qui m'a tendu une belle perche. Je suis très heureux d'être avec vous pour l'After Talk. Eh bien, c'est maintenant. Notre grosse soirée sur le Live Talk, bien évidemment, c'est autour de la justice ivoirienne. Et dans cet After Talk, nous sommes toujours avec le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. C'est le procureur Adou Richard qui est avec nous.
Monsieur le procureur, vous êtes dans quel état d'esprit? Après cette émission très enrichissante, ça a été très pédagogique, vous êtes dans quel état d'esprit, monsieur le procureur? Écoutez, chaque fois qu'il faut parler à nos concitoyens, pour, à notre modeste niveau, leur apporter notre contribution sur la compréhension de certaines choses, parce que, vous savez, l'adage dit « nul n'est censé ignorer la loi Ouais. ». Mais en réalité, il y a combien de personnes qui connaissent la loi? Même nous-mêmes qui sommes des professionnels de la loi, nous ne maîtrisons pas tous les aspects. À plus forte raison, le petit peuple ou même le peuple intermédiaire, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous exprimer, d'expliquer aux uns et aux autres quelles sont les missions qui sont les nôtres, quelle est l'activité du procureur, je crois que c'est toujours bienvenu. C'est en cela que je vous remercie. C'est toujours bienvenu. Juste avant tout ça, Alain, de vous donner la parole, on se pose bien la question. On vous a comme ça. Peut-être que vous serez là demain, peut-être que vous serez là plus tard. L'homme Adou Richard, on veut juste savoir, vous direz quoi? Vous êtes un procureur plutôt attentif à ce qui se passe dans la société. Comment vous sentez notre société pour régler les problèmes de justice, les problèmes de conflit entre vos conseillers? Vous êtes quel type, on va dire, d'homme procureur? Merci pour la question. Bon, en général, c'est moi qui pose ce genre de questions, mais comme vous me la posez, il faut que j'y réponde. Écoutez, le rôle du procureur, il n'est pas du tout facile, mais il peut être facilité. Je vous ai indiqué tout à l'heure que le procureur, lui, il intervient lorsqu'il y a une infraction à la loi pénale. Oui. C'est-à-dire lorsqu'un tort a été causé à quelqu'un, lorsque quelqu'un a décidé d'ôter la vie à son prochain. Donc, chaque fois qu'on intervient, c'est dans des circonstances difficiles. Oui. Mais c'est regrettable, hein, parce que, vous savez, même en tant que procureur, j'aurais aimé de temps en temps me tourner les pouces. Hein. Mais comment l'homme, comment vous vivez ça? Comment vous sentez ça? Très rapidement là-dessus. Oubliez un instant le procureur, pensez à l'homme qui rentre chez lui le soir et qui pense justement à tout ce qu'il vient de vivre. Écoutez, si c'est l'homme, ça c'est un grand débat. Hein, parce que, je vous explique juste une seule journée du procureur. Le procureur de la République d'Abidjan, pour le poste que j'occupe, il se réveille tous les jours à 5 h du matin. Ça, c'est quand il a dormi. Et l'activité commence à 5 h du matin. Il arrive au bureau entre la cellule spéciale d'enquête d'instruction et le plateau où ces bureaux secondaires sont. Il reste jusqu'à 23 h. Il rentre à la maison, juste le temps de dîner, et que les autres citoyens, les premiers citoyens ivoiriens qui ont travaillé toute la journée, vont se reposer du sommeil du juste. On devait s'attendre à ce que le procureur également aille se reposer. Non. Parce qu'après minuit, ou juste avant, parfois, il y a une autre catégorie d'Ivoiriens qui a dormi toute la journée qui se réveille. Cette catégorie, on les appelle les délinquants. Eux, ils vont aller visiter certains dans leur maison, ils vont aller en tuer d'autres, ils vont prendre des véhicules, s'imbiber d'alcool et puis aller tuer d'autres Ivoiriens. Et chaque fois qu'une infraction de ce genre va être rapportée sur plainte de citoyens à la police ou à la gendarmerie, l'unité est obligée d'appeler le procureur pour lui demander la conduite à tenir. C'est ça. Et donc le procureur va faire cela à partir de minuit jusqu'à 5 h du matin, comme je vous dis. Alors, entre ces 2 journées et ces 2 nuits, posez-moi la question de savoir comment ou combien de temps dort un procureur. Je vous dirai jamais. Très bien. Parce qu'il faut que le peuple soit protégé, il faut que les citoyens soient reconnus dans son droit. Très bien. Alors, est-ce que votre travail, monsieur le procureur, a changé depuis votre parcours de Bonoua en passant par Boaké oui, pour venir à Abidjan? J'ai commencé ma carrière à Boaké. C'est ça. Je suis rentré à l'ENA en 92, 93, promotion 92, 93. Et 94, j'ai commencé la première année d'activité. Je suis resté jusqu'en 99 à Boaké, 94 à 99. Depuis 99 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été chef de juridiction. J'ai fait donc la juridiction de Bouna. Ensuite, j'ai fait la juridiction de Tiasalé. C'est ça. Vous avez indiqué que j'ai été pendant 5 années adjoint du procureur de la République d'Abidjan, M. Kimou à l'époque. Après, j'ai été nommé procureur de la République par le président, l'ex-président Babo.
Mais avant cela, il faut que ça le soit, parce que mon premier décret de magistrat a été signé par le président Houphouët-Boigny. Très bien. Ensuite, le président Bédié, qui m'a fait partie comme juge de section à Bouna. Par la suite, le président Babo de Bouna m'a fait venir à Tiasalé. Il m'a fait également procureur de la République adjoint à Abidjan pendant 5 ans. Ouais. Et il m'a fait également procureur de la République à Bouaké pendant 4 ans. Ouais. L'actuel président m'a nommé procureur de la République à Abidjan. Et l'autre décret, c'est qui m'a élevé au grade de magistrat hors hiérarchie. Il paraît que votre réputation dépassait les limites des palais judiciaires et que cela est arrivé à l'oreille du président qui vous a donné cette grande responsabilité. Écoutez, je me suis toujours contenté de faire mon travail, sans état d'âme, mais vraiment avec pour passion l'amour du travail bien fait. Peut-être que c'est ce qui a payé, peut-être que c'est ce qui a fait qu'on m'a remarqué, mais jusqu'aujourd'hui, je vous assure que quand je vous déroule ma journée, je ne dors pratiquement pas. Mais tout ça pour que l'activité soit bien menée, parce que j'aime les choses bien faites. Monsieur le procureur, on parle des choix, on sait qu'il y a les magistrats de siège, puis il y a les procureurs. Donc on sent que quand vous parlez, vous aimez le service public sans doute, être au service de nos concitoyens, notamment être dans le ministère public. Pourquoi vous avez fait ce choix, alors que vous auriez pu être juge de siège? Pourquoi ce choix-là précisément? Alors, merci pour la question. J'ai commencé mes fonctions comme substitut du procureur à Bouaké. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais. Ensuite, j'ai été juge pendant 2 ans à Bouaké. J'ai été également, quand j'étais juge de section, j'étais procureur, mais j'étais surtout juge pendant 3 ans à Bouna. Quand je me suis retrouvé à Tiasalé, j'étais également juge de section, donc président et en même temps procureur. C'est quand j'ai fini avec Tiasalé en 2004 que je suis resté procureur adjoint, procureur de la République et procureur de la République. Mais le choix n'est pas de moi. Oui. Non, 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 le choix, il est discrétionnaire. C'est sur proposition du garde des Sceaux que le président signe le décret. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire quelles sont les circonstances qui ont motivé, mais je me dis que comme j'aime l'amour du travail bien fait, peut-être que c'est ça qui les a guidés. Mais je vous assure que même si demain on me dit qu'il faut être magistrat du siège, je suis prêt à l'assumer. D'ailleurs, plusieurs magistrats ont connu, et comme je vous ai indiqué, moi j'ai connu les deux bords. Si demain on me demande d'aller présider un tribunal ou d'aller dans une cour d'appel en tant que président, je vous assure que je suis prêt pour la tâche. Très bien. Alors, nous allons parler de l'actualité. Dans la journée, votre parquet a produit un communiqué dans lequel il fait état de l'arrestation de 23 personnes impliquées dans l'attaque du domicile d'un ministre, d'un membre du gouvernement. C'est bien cela, M. Amédée Kouakou. De quoi s'agit-il? Pourquoi, vous qui êtes procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, êtes-vous saisi d'un dossier qui est du ressort territorial de Toumoudi? Je vous remercie. Je crois que tout à l'heure, on en avait plus ou moins parlé. Je vous ai dit que les actes de terrorisme qui fondent donc la compétence du procureur d'Abidjan, notamment de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme qui dirige, ces actes-là ne sont pas posés seulement par des individus venus du Sahel ou des autres pays, non. Il y a également du terrorisme interne. Au terme de la loi, l'article 3 de la loi portant répression du terrorisme est clair là-dessus. Lorsque des actes d'une particulière cruauté ont été commis, soit pour contraindre le gouvernement à prendre une décision, soit pour faire peur à la population, vous avez dit, il y a eu des têtes tranchées. Là, le dossier dont s'agit, pour lequel je vais en parler maintenant, il y a eu 2 têtes qui ont été tranchées. Vous savez, déjà tuer une personne en lui tirant une balle dans la tête ou, je sais pas, en lui coupant un bras, la personne se vide de son sang. Mais quand on est obligé de trancher la tête, c'est qu'on cherche autre chose. D'accord. Et c'est les investigations. Je vous avais indiqué lors d'un précédent passage sur les antennes et dans un communiqué que j'avais signé, que l'enquête du procureur s'étend à toutes les localités où il y a eu des atrocités. C'est vrai, on me dira, ce n'est pas suffisamment rapide, mais je vous assure que ce travail-là, pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit minutieux. Très bien. On m'a parlé des personnes reconnues sur des vidéos. Mais je vous assure que même si ces personnes viennent et qu'elles se tapent la poitrine pour dire « je l'ai fait », c'est un aveu. Mais l'aveu, là,
En droit, on dit que c'est la reine des preuves, mais ce n'est pas une preuve parfaite. La personne qui avoue aujourd'hui peut dire demain, je n'avoue pas. Donc, il faut une enquête. Très bien. Il faut rassembler des indices, faire des autopsies, permettre des transports sur les lieux, entendre des témoins, les sachants. Est-ce que dans cette dynamique-là, vous allez poursuivre vos investigations jusqu'à Daoukro, où justement a été tranchée la tête d'un jeune concitoyen? Ah oui, ça a été documenté. Où en est documenté donc? Où en est la procédure, monsieur le procureur? Ah oui, des enquêteurs sont sur place. Je vous ai indiqué tout à l'heure que les victimes, les parents des victimes, les témoins ont commencé à être entendus. Des arrestations ont commencé à être procédées. Il y a des personnes qui sont déjà en détention. Ce n'est pas fini. En détention. Ici à Abidjan. Très bien. Ah oui, et ce n'est pas fini. Les enquêtes se poursuivent parce que, voyez-vous, ces atrocités ne peuvent pas rester impunies. À vous entendre, permettez-moi de vous couper, à vous entendre, c'est des enquêtes qui sont en cours. Et donc quand on entend comme ça le commun des Ivoiriens ou quelques concitoyens dire qu'il y a un choix qui est délibérément fait dans le traitement des dossiers, comment vous réagissez à ça? Vous leur dites quoi exactement? Parce que le but aussi de la justice, c'est de rassurer les justiciables sur la question de l'équité. Vous savez, moi j'ai tendance à dire que on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée. Oui. Le travail, vous savez, le juge ou le procureur ne travaille pas sur des machines, c'est plus simple. Ouais. Mais on travaille sur l'être humain. Je vous ai indiqué. Et puis, ce qui a été fait, il y a eu mort d'homme. Le premier réflexe de celui qui tue, là, c'est de s'échapper. Ouais. Il ne va pas tuer et puis rester là pour qu'on vienne l'appréhender. Mais en même temps que lui utilise tous les moyens pour fuir, nous aussi, on essaie de retracer les indices. On a la police scientifique, on a la possibilité de décrypter, n'est-ce pas, les téléphonies cellulaires. On fait tout ce travail pour documenter les procédures. Est-ce que c'est ce travail de documentation qui est en train d'être fait sur ce fameux bac à verre? Parlons-en, parce que beaucoup de nos concitoyens se posent aussi la question, comme nous les observateurs également, qu'en est-il justement de ce dossier? A-t-on identifié, parce que ça se passe à Abidjan, a-t-on identifié les auteurs? C'est quoi, sans violer, on va dire, le secret de l'instruction? Non, sur tous les dossiers. Je n'ai pas exclu. Mais plus précisément sur celui-là. Sur tous les dossiers, ça je préfère vous le dire. Ouais. Et vous avez souvenance, lorsqu'on a parlé de ce bac à verre, je sais que les organisations internationales en ont parlé, Ouais. la police nationale a fait un communiqué. Mais ça ne veut pas dire que si des personnes ont des éléments, comme je dis, nos enquêteurs sont à pied d'œuvre. Oui. Je ne pourrais même pas vous dire actuellement qui a conduit ce bac à, mais je dis, le travail de l'enquêteur, c'est de le savoir. Et maintenant, si vous avez des informations précises, nos bureaux sont ouverts et nous sommes réceptifs. Pourquoi ne faites-vous pas d'appel à témoins, par exemple, pour aller plus vite? Les appels à témoins ne sont pas toujours efficaces, parce que parfois des témoins, ils vous induisent en erreur aussi. Mais on est ouvert, comme je vous dis. Monsieur le procureur, Oui. ce week-end, j'étais en région, dans le département de Gagnoa, précisément dans le village de Teiri, où se sont déroulées des violences dans le contexte de l'élection présidentielle. Au moins 3 morts, plusieurs personnes disparues, près d'une centaine de maisons brûlées. Il m'a été dit par les témoins, les parents, que les responsables de la justice dans cette zone refusaient d'accepter les plaintes des parents des victimes et autres parce qu'il fallait que ce soit les victimes elles-mêmes. Est-ce que vous, en tant que procureur de la République d'Abidjan, avec des pouvoirs étendus dans le cadre de la cellule d'enquête spéciale et d'instruction, vous avez l'intention, ou alors est-ce que vous avez déjà entamé un début d'instruction dans le cadre de ces violences à Teiri? Ah oui, je vous ai dit qu'on a déjà commencé et ça avance bien. Mais faites-le savoir, parce que non, mais la preuve l'opinion aujourd'hui, répandue, vous c'est avez que parlé, rien ne se passe. Vous avez parlé d'un communiqué Oui, sur qui a été Toumoudi. fait aujourd'hui. Sur Toumoudi. Mais la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, j'étais sur le plateau également pour expliquer qu'on avait appréhendé des gens, qu'on est en train, au fur et à mesure, de dénouer les faits. Aucun fait ne sera impuni. Et toutes les localités dans lesquelles il y a eu des atrocités sont visitées actuellement par nos équipes. Très bien. Monsieur le procureur, revenons un peu quand même aux justiciables classiques, ce que j'appelle nos concitoyens, qui de temps en temps sont sous le rouleau compresseur de la justice. Parlons d'eux, on a beaucoup parlé de politique, tout ça. Beaucoup de nos concitoyens quand même, souvent sont des oubliés de la justice, sont dans des prisons parce que on va dire, la garde à vue est complètement, n'est pas respectée. Ou à tout cela,
Qu'est-ce qu'on promet par rapport à la justice de notre pays? Comment on traite leurs dossiers avec célérité? Comment on fait en sorte de désengorger justement cette justice-là? Je vous remercie. Vous savez, vous avez parlé des personnes qui sont en détention et autres. Mais sachez que autant tous les services administratifs font l'objet d'inspection, autant les parquets, les cabinets d'instruction, les cabinets de jugement font l'objet d'inspection, parce qu'il y a une inspection chez nous qu'on appelle l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, qui chaque année fait au moins 2 inspections dans chacun des tribunaux de Côte d'Ivoire, dans les cours d'appel et également dans les parquets près les juridictions suprêmes. Il y a un travail qui est fait. Ne pensez pas que quand le procureur agit là, le procureur de la République, il est inspecté par le procureur général. Tout comme le procureur de la République inspecte les structures résidents qui sont dans les sections du tribunal. On ne fait pas le travail et puis c'est fini, non. Même quand on fait du bon travail, il est inspecté. Chaque année, il y a au moins 2 missions d'inspection qui sont conduites. L'année dernière, 2020, qui est en train de s'achever, effectivement, avec la Covid, les juridictions n'ont pas été inspectées. Mais même là, on fait des rapports, des comptes rendus. Même chaque jour qu'on défère des personnes, on est obligé de dresser un compte rendu. Le magistrat rend compte également. Il est inspecté. Et à l'issue, il y a des notations qui sont faites. Non, ne pensez pas que, même au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau des cabinets d'instruction, les détentions longues et hautes, tout ça est inspecté. Il y a des inspecteurs qui sont magistrats et qui sillonnent nos juridictions pour voir ce qui ne va pas et appliquer des sanctions. Très bien. 2 choses quand même sur cette question-là, des conditions de travail de la justice. Bon, je ne pense pas que tout soit beau. Franchement, quand je vous entends, c'est comme si tout était beau. Mais il y a une chose qui est sûre, la question des moyens. D'abord, les moyens pour appliquer les peines. Aujourd'hui, nos prisons sont complètement engorgées parce que, est-ce qu'on utilise toute la panoplie des moyens pour appliquer les peines? Je ne parlerai pas de bracelet électronique, la surveillance justement donc en milieu ouvert par rapport aux peines. Est-ce que toute cette panoplie-là est mise en œuvre? Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez tous les moyens à la fois de police et de gendarmerie pour vos enquêtes? Enfin, c'est une question un peu de politique générale, vous allez dire de pénal. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Moi, je vous ai expliqué l'activité d'un procureur de la République, mais évidemment, je n'ai pas dit que tout était beau dans le meilleur des mondes. Si ça l'était, on n'avait pas besoin d'une inspection. C'est ça. Non, non, du tout. Non, non, non. Toute œuvre humaine, je l'ai indiqué de début de propos, est imparfaite. D'accord. Mais je dis, la justice est animée par des magistrats qui, eux aussi, sont formés, qui sont sensibles à la souffrance d'autrui, qui appliquent les actes de leur mission. Mais évidemment, le problème de moyens, c'est un problème général. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens ici qu'on ne va pas faire le travail. Il n'y a pas longtemps, on devait faire des notices. Ce sont donc des notes périodiques que nous faisons pour retracer l'activité. Il n'y avait pas d'encre, mais j'ai dû sortir l'argent de ma poche. Parce qu'on veut que le travail soit bien fait. Vous savez, tous, dans tous les ministères, vous irez, parfois on dira, le budget n'est pas suffisant, ou bien il n'est pas arrivé à temps. Mais ça, est-ce que pour cela, on ne doit pas travailler? Tout ça, en tout cas, pour quelqu'un qui aime son travail, moi je pense que de temps en temps, tous ceux qui animent des services publics le savent. Même dans les sociétés privées, si vous êtes chef, vous êtes obligé de faire marcher la chose, sans attendre forcément l'État. Dans la mesure de vos moyens, bien sûr. Mais c'est important parce que, in fine, c'est le justiciable qui doit être satisfait et on doit rendre une bonne justice. Donc tout ce qui peut être fait, on le fait. Alors rendre une bonne justice, justement. Monsieur le procureur de la République, il y a une militante des droits de l'homme, Pulchérie Balé, qui est détenue depuis quelques mois déjà. Au départ, elle avait été appréhendée, dit-on, dans le cadre d'un flagrant délit. Quel est le régime du flagrant délit? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la durée en termes de détention d'une personne prise en flagrant délit? Pourquoi cette dame n'est-elle pas encore jugée? Je vous ai indiqué tout à l'heure que lorsque un fait infractionnel est porté à la connaissance du procureur, que la personne a été déjà arrêtée, même si c'est en flagrance, le procureur, si les faits sont de nature délictuelle, il envoie automatiquement en flagrant délit, c'est jugé dans les 15 jours, c'est fini. Mais si la personne est appréhendée dans des conditions de flagrance et que ça a entraîné mort d'homme,
le procureur est obligé, au terme de la loi, de confier le dossier à un juge d'instruction. Parce que l'appel qui a été lancé a entraîné mort d'homme par la suite. Et celui qui lance l'appel voulait qu'on dise, ah non, comme vous avez juste lancé l'appel, les conséquences ne vous sont pas imputables. C'est ce rôle-là, ce travail-là que le juge d'instruction est en train de faire. Mais je vous ai indiqué, la détention, c'est du domaine du juge d'instruction. Moi, je suis procureur de la République. Mais elle est souvent exceptionnelle, pas la règle, la détention non, aussi dans ce cas de dossier. Vous savez, moi, je ne peux pas vous expliquer les raisons qui militent en faveur d'une détention faite par un juge d'instruction. Moi, procureur, je poursuis. Le juge d'instruction reçoit le dossier et c'est lui qui mène ses investigations. Le jour où il finit, il me ramène la procédure et puis on saisit la juridiction de jugement. Mais je ne vais pas dire au juge, alors que je lui ai confié le dossier, je n'ai même plus compétence pour aller lui arracher le dossier, sauf à le faire dessaisir. Mais ça encore, c'est une autre procédure qui va encore faire durer. Mais je vous ai indiqué tout à l'heure que quand une personne est déjà mise en cause, donc on est déjà au stade même de l'enquête préliminaire, il lui est loisir de prendre un avocat. Quand la personne vient devant le procureur, un avocat. Quand la personne s'en va devant le juge d'instruction, il y a encore des avocats qui peuvent, si le juge d'instruction ne fait pas droit à leur requête, ils font appel. Si la cour d'appel ne fait pas droit, ça va en cassation. Il y a des voies de recours. Mais là où permettez-moi de vous couper, quand on a affaire à quelqu'un, c'est vrai, qui est un leader d'opinion, qui a lancé un message, et que cette personne-là a une garantie de représentation, cette personne, normalement, devrait être dehors, même si ça a entraîné des morts. Parce que là, c'est ce qu'on ne comprend pas dans le cas d'espèce, c'est que la personne est plutôt emprisonnée, comme si c'était la règle. Écoutez, la garantie de représentation dont vous parlez, la loi dit quiconque. La loi ne fait pas la distinction entre leader d'opinion. En plus, dès qu'on est leader d'opinion, c'est qu'on doit rechercher quoi? Qu'on puisse se mettre ensemble. On doit être mesuré. On doit prononcer des paroles apaisantes et des paroles qui ne font pas grief au point d'entraîner mort d'homme. Parce que le leader d'opinion, c'est ça. Aujourd'hui, on est leader d'opinion et on appelle autour. Enfin, moi, en tant que parquetier, comme je vous dis là, le parquetier intervient quand la loi a été violée. Très bien. Et comme je l'ai indiqué également, la détention, c'est du domaine du juge. Vous parlez de garantie de représentation. On a des garanties de représentation parce qu'on est leader d'opinion ou bien parce qu'on sait où on habite. On a vu plusieurs personnes en train d'être poursuivies alors que domicile connu, famille, tout ça, le lendemain, on ne les a plus retrouvés. D'accord. Ça aussi, on le sait. Vous savez. Très bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, parlons de la question, j'avais dit pour moi, qui est un peu globale, qui concerne les conditions de détention. On a déjà évoqué sur tous les médias la question de la détention à Finguessan, où est-ce qu'il est, etc. Est-ce que tout ça, vous pensez que ça nuit un peu à ce qu'on pense de la justice, ou bien c'est vraiment la majorité des personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de la justice? Parce qu'on a été beaucoup pédagogique ce soir. Est-ce que c'est vraiment ça? On ne comprend pas le fonctionnement de la justice au fond? Là, vous parlez de conditions de détention. Bon, vous savez bien que ça, c'est l'administration pénitentiaire. Bon, il aurait été beau que dans chaque quartier, pour un procureur, pour que tout le monde se sente à l'aise, qu'on construise une prison dans chaque quartier, par exemple. Ça c'est on serait impossible. plus à l'aise pour qu'on puisse mettre des conditions de confort. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Pas seulement les conditions de confort, monsieur le procureur, pardonnez-moi, pas seulement les conditions de confort, la présence des avocats, la famille, le lieu de détention qui serait connu des uns ou des autres, enfin, toutes ces petites choses-là. Pourquoi tant de mystères, par exemple, sur le lieu de détention de M. Affi Dans le cas de M. Affi, vous savez que le procureur qui fait détenir quelqu'un par un juge d'instruction a la possibilité lui-même de se rendre vers la personne, le juge d'instruction également visite la personne. Dans le cas de M. Affi, les avocats ont désigné un de leurs qui lui rend visite régulièrement. Son épouse lui apporte à manger. Très bien. Vraiment, enfin, je ne sais pas quel est le problème que ça pose. Ces avocats font des communiqués à longueur de journée pour se plaindre des conditions de détention. Ils parlent même de torture morale et psychologique. Oui, mais son épouse, est-ce que son épouse ne lui rend pas visite? Est-ce que ses médecins n'ont pas accès à lui? Parce que les avocats, en réalité, ils ne voient tous et ensemble leurs clients que lorsque il y a un acte d'instruction qui est prévu, parce qu'ils doivent préparer l'audience avec leurs clients. Mais avant cela, il y a un avocat qui a contact, qui le voit et qui rend compte aux autres.
ça ne pose pas de problème particulier. Ils sont 3 avocats, pourquoi est-ce un seul qui les voit et pas... ça a été un choix. C'est un choix. Ça a été un choix, mais un avocat est un avocat. Il y a des personnes qui n'ont même pas les moyens de se prendre un seul avocat. Comment font-ils ces détenus? Alors que là, on parle de quelqu'un qui a accès. La loi ne dit pas il faut que vous ayez accès à 10 avocats. C'est ça. Il faut que vous ayez accès à un avocat. Ça, nous voulions vous avez entendre accès dire. à votre famille. C'est ça. Vous avez accès aux soins. Bon, moi, je ne sais pas. Très bien. On navigue un peu, on revient un peu sur les sujets politiques, après sur des sujets, on va dire, classiques. Hein. Moi, je veux quand même parler de la correction. La justice est là pour corriger la société. Ça implique aussi la question même de la récidive dans notre système judiciaire. Est-ce que vous pensez que notre justice corrige suffisamment, justement, ceux qui, à un certain moment, ont dérapé, nos concitoyens qui, au fond, veulent revenir dans une vie normale? Est-ce que notre justice fonctionne bien de ce point de vue-là? Oui, là, il y a 2 choses. Hein. Vous savez, je vous ai dit, le procureur, lorsqu'il y a infraction, poursuit. Oui. La juridiction du jugement condamne et l'administration pénitentiaire reçoit la personne. Vous me demandez, est-ce que la personne, une fois sortie de prison, va récidiver ou ne va pas récidiver? Bon, ça c'est une problématique hein, dans tous les pays au monde. C'est pour ça qu'on parle de récidiviste. Mais s'il y avait un moyen de contraindre cette personne à ne plus revenir, c'était l'idéal. Vous voyez que ce n'est pas seulement la fin de la peine qui fait sortir les personnes. Il y a des grâces présidentielles, il y a des amnisties qui font sortir des personnes. Mais malheureusement, ces personnes reviennent. Mais qu'est-ce que le procureur, lui, il peut faire d'autre? La seule chose que nous pouvons faire lorsqu'une personne, en l'état actuel de nos tests, a commis une infraction, c'est de faire juger la personne et de la faire détenir jusqu'à la fin de sa peine. Mais le reste, là, ça, c'est vraiment une question de société et tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est important pour nous de le dire, c'est que le procureur de la République n'est pas responsable de tout dans ce qui se passe donc depuis le jugement jusqu'à la condamnation. Ça, il est bon que nous le soulignons avec nos concitoyens et tout ça là. Monsieur le procureur, la semaine écoulée a été très agitée par un dossier très médiatique avec 2 artistes que vous appréciez beaucoup. D'accord. Parce qu'on nous a dit que vous êtes un amateur de Zouglou. Oui, j'étais à l'université quand ça a commencé. Écouter en voiture et autres, vous les appréciez. Mais puis, s'est produit un bug. Ils sont retrouvés au commissariat et ensuite, à la gendarmerie, ensuite dans vos bureaux. Ils ont été inculpés. Ils sont passés en jugement, condamnation 12 mois, 5 millions d'amende chacun. C'est une atteinte, dit-on, d'après de nombreuses organisations, à la liberté d'expression. Est-ce votre appréciation? Vous savez, la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Tout le monde, tout citoyen peut exprimer ses idées. Mais la même Constitution qui garantit là, sous réserve que ça ne heurte pas la loi, sous réserve que ça n'entraîne pas des oppositions des personnes entre elles, que ça n'oppose pas de communauté. La loi est claire là-dessus, la Constitution. On peut dire, mais est-ce qu'on peut tout dire? Et quels sont les thèmes qu'on utilise pour le faire? C'est ça le problème. On sort d'une situation, vous l'avez indiqué tout à l'heure, où il y a eu beaucoup de crimes atroces. Vous avez parlé de têtes coupées. Je vous ai parlé aujourd'hui dans mon comité de 2 têtes coupées. Il y a des personnes qui ont été brûlées vives dans leur maison. Il y a des personnes qui, à l'appel des mots d'ordre, ont coupé des arbres qui se sont affaissés sur des cars de transport, écrasant tout le monde. C'est ça. Quand on est leader d'opinion, je ne dis pas qu'on doit appeler à la vie, mais on doit refuser d'appeler à la mort. Et je vous ai dit, aucun travail n'est facile. Mais même quand on a envie de critiquer, il faut choisir les termes. J'ai entendu quelque part, le procureur n'est plus procureur. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce n'est pas décret qu'un procureur devient procureur. On poursuit un tel, mais attendez, est-ce que quelqu'un est venu avant de dire, parce que je dis tout est une question de terme qu'on emploie. Ce n'est pas parce qu'on dit liberté d'expression que ça doit devenir du libertinage où on emploie les termes à tort et à travers. C'est aussi dû à l'absence de communication sur le travail que vous faites. Vous l'avez dit tout à l'heure. On ne peut pas justifier ça par l'absence de communication. Vous savez, quand on est leader d'opinion, ça veut dire que quand on parle, là, on s'entend soi-même. Bien sûr. Celui qui est apprenti baka, il entend. Celui qui est cultivateur, il entend. Mais, attendez, vous allez stigmatiser certaines populations pour dire celles-là font l'objet de poursuites. Vous avez eu le temps
d'aller consulter les dossiers du procureur, les arrestations qui ont été opérées, c'est une seule communauté. Les personnes qui viennent d'être égorgées, dont on a eu les informations, est-ce qu'ils connaissent les noms? Monsieur le procureur, il faut faire... Moi, j'estime, excusez-moi, je terminerai par là. Ouais. Il faut absolument qu'on Oui. fasse attention. Quand on est leader d'opinion, quand on est artiste, on divertit, on éduque et on rassemble les gens. On doit appeler à la vie. Très bien. Monsieur le procureur, sur ça, ça engage la question de l'opportunité aussi des poursuites. Vous pensez que là, dans le cas d'espèce, il y avait vraiment matière à lancer véritablement une poursuite au regard du rayonnement médiatique de ce dossier? Est-ce que c'était vraiment, il y avait une opportunité pour vous, sachant qu'on rappelle qu'il y a eu aussi une dame députée qui a posé des propos publics qui n'ont pas été jugés. Les concitoyens s'interrogent. Donc, est-ce que là, il y avait une vraie opportunité? En clair, comment déclenchez-vous la télécommande des poursuites? Oui, c'est ça. En fait, l'opportunité de poursuite, ça, c'est l'apanage du procureur de la République. On est d'accord. Ah oui. Mais ça, la loi ne permet même pas qu'on demande au procureur pourquoi, dans cette circonstance, vous poursuivez. On veut juste ça, c'est comprendre. vraiment le procureur de la République, en fonction des circonstances. Généralement, si quelqu'un désœuvré ou un chômeur, excusez-moi, Oui. rentre dans un supermarché et puis il dérobe une pâte dentifrice pour aller se brosser. L'infraction est constituée, on a arrêté la personne, on l'a déféré devant le procureur. Mais le procureur utilise son opportunité de poursuite et puis il dit, bon, les faits sont constitués, mais Laissez tomber. je laisse tomber. Mais quand le procureur se rend compte que on fait des déclarations graves Ouais. qui vont avoir pour conséquence non pas d'appeler à la vie, mais à la mort, stigmatiser les populations, mettre les uns contre les autres, alors qu'on sort d'une situation tellement pénible qu'on ne peut même pas expliquer. Mais attendez, les bien. leaders d'opinion doivent nous aider. Ce que nous recherchons, c'est la vie. Est-ce que vous leur avez parlé ou bien est-ce qu'ils vous ont contacté depuis lors? Mais l'audience s'est tenue. D'accord, mais je veux dire... Le tribunal a tranché, puis c'est le tribunal qui décide. Je vous dis que le procureur poursuit. La personne qui condamne, c'est le tribunal. Ne me demandez même pas pourquoi on a dit 5 millions. Ça, c'est le tribunal. Monsieur le procureur. Il est souverain. Monsieur le procureur, vraiment, on a terminé comme ça en parlant de ce cas-là, qui au fond est un cas plutôt léger. Mais pour vous-même, pour terminer, vous n'êtes pas avocat, mais aujourd'hui vous étiez l'avocat du ministère public. Est-ce que vous pensez que votre plaidoirie a convaincu nos concitoyens, enfin si je devrais employer ce mot-là, avant de redonner la perche à Brice? Ok, je vous remercie. En fait, comme je l'ai indiqué, moi je voudrais, si on a le choix entre faire l'apologie de la vie et puis l'apologie de la mort, Oui. je préfère l'apologie de la vie. Je vous ai dit que je serais très heureux en tant que procureur de me lever tous les matins, d'aller au bureau, de me tourner les pouces et puis de retourner à la maison. Ouais. Et c'est pour cela que vous avez vu que chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser à travers un communiqué, j'appelle toujours à la responsabilité, à la pondération, à la paix. Oui, très bien. À la paix, et ça c'est une bonne façon de terminer cette émission, en tout cas de ce côté-ci, et de redonner la perche. Je ne l'ai pas gardé bien longtemps, il y tient, Brice, à cette perche. On va retrouver Brice Sano pour clore cette émission. Merci André, merci à vous monsieur le procureur d'avoir passé, on va dire quasiment 1h30 en notre compagnie, plus d'1h30, 1h45 minutes. Il y avait Alain Toussaint à vos côtés, André Bois pour le Live Talk. On a été très très heureux d'être en votre compagnie. On a voulu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur un certain nombre de questions. C'est vrai, des questions, il y en a beaucoup. On aurait souhaité avoir plus de temps pour poser l'ensemble des questions, partager l'ensemble des préoccupations de nos téléspectateurs avec vous, M. Adou Richard, mais on espère avoir d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau pour pouvoir à nouveau parler à nos concitoyens. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain. Monsieur le procureur, on sera là demain? Si je suis invité, je me ferai le plaisir de venir. Nous, ça va, vous n'êtes pas, on peut être là demain? Ah, mais je pense que oui. Je vais vérifier l'opportunité des poursuites. Oui, bien sûr. D'ici là, prenez soin de vous et les autres. Continuez à suivre la TV. Que Dieu vous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire.